Le grand jour est arrivé. L'équipe de forage du plus grand trou jamais creusé achève sa tâche aujourd'hui. Les spectateurs des 4 coins du continent se sont rassemblés pour voir le plus grand trou de forage au monde, et même la commission du livre Guinness des records est officiellement abasourdie. Le trou fait plus de 1600 km de diamètre et est tellement profond qu'il atteint presque le noyau de la Terre. Personne n'avait atteint cette profondeur auparavant. Mais attends, que se passe-t-il? Les gens commencent à tomber. De plus en plus de spectateurs tombent inconscients au sol, le visage livide. Les mineurs ont-ils percé une poche de gaz dangereux? Oh non, nous recevons des messages du monde entier disant que les gens commencent à tomber comme des mouches. Que diable se passe-t-il? Voilà le scénario que l'on obtiendrait si l'on creusait un trou assez profond et large pour que toute l'atmosphère puisse y loger. Explorons un peu cela. L'atmosphère va vraiment très haut, devenant de plus en plus fine. Par exemple, au niveau du sol, tu peux respirer librement, alors qu'en haut de l'Everest, tu ne survivrais pas longtemps si tu n'étais pas bien entraîné auparavant. L'air en haut des montagnes est bien plus fin et il est beaucoup plus froid et difficile à respirer. Si tu montes encore plus haut, à l'altitude où les avions volent, tu ne pourras probablement pas respirer du tout. C'est pour cela qu'il y a des masques à oxygène à bord. Si l'avion perd sa pression interne, l'air de l'extérieur affluera. Et puisqu'il est trop faible en oxygène pour nos poumons, il y a fort à parier que tu perdras conscience très rapidement. Mais tout cela ne veut pas dire que notre atmosphère s'arrête net ici. En fait, elle va bien au-delà et certains scientifiques disent qu'elle pourrait même inclure toute la distance jusqu'à la Lune et même plus loin. Les molécules d'oxygène de l'atmosphère de la Terre peuvent être retrouvées à des distances très importantes, même s'il y en a si peu que tu ne pourrais pas les utiliser. Et la couche de l'atmosphère la plus éloignée va presque à 2 fois la distance de la Lune. Mais ce ne sont plus que des débris d'hydrogène à ce stade-là. Maintenant, si l'on compressait tout ce volume en une bulle relativement petite autour de la planète, elle serait à environ 10 km au-dessus du sol. Grosso modo, la hauteur à laquelle les avions commerciaux volent. Au-delà, il y a un grand vide cosmique où aucun avion ne peut naviguer. Prochaine étape, faire passer toute cette masse d'air dans un trou dans le sol. Pour débuter, le volume complet de notre bulle, relativement fine, suffit tout juste pour passer dans un cube de 1600 km. C'est un peu plus petit que le noyau de la Terre et un côté de ce type de cube mesure environ un tiers des États-Unis, de l'est à l'ouest. Et voici le premier problème. Personne n'a jamais creusé de trou aussi profond, ou aussi large, peu importe. Le trou de forage le plus profond créé par l'homme est le forage profond de Kola, et il ne mesure que 12 km de profondeur. Le forage a cessé à cause des températures très élevées et inattendues. Forer et creuser sont 2 choses différentes. Le forage profond de Kola ne mesure que 23 cm de diamètre, alors que nous avons besoin d'un trou supermassif pour faire entrer l'air de la Terre. Toutefois, à la même profondeur, nous trouverons une température d'environ 180 degrés Celsius. Et plus on ira profond, plus cela deviendra chaud. Le centre de la Terre se trouve à environ 3000 km, donc creuser ce puits signifie aller jusqu'au milieu du centre de la planète, où les températures atteignent environ celles de la surface du Soleil. Sans parler du temps que cela va demander. Dans tous les cas, imaginons que nous avons bien l'équipement qui nous permet de travailler avec cette chaleur. En descendant, l'air remplit le trou et quitte lentement l'atmosphère. Et en allant plus profond, la pression devient de plus en plus forte, ce qui fait que l'air prend moins de place. Au final, avec tout ce poids qui vient d'en haut, nous n'aurions même pas besoin d'un si grand trou, n'est-ce pas? Non. Les températures élevées du centre de la Terre rendent l'air moins condensé et compensent la pression. Si les roches autour sont suffisamment chaudes, cela va répandre l'air à une température où il lui faudra le même espace que sur Terre. Et s'il chauffe encore plus que cela, eh bien l'air prendra encore plus de place que nous l'avions calculé. Mais nous, en tant que mineurs, nous ne nous laissons pas décourager si vite. L'expérience se poursuit avec un cube d'environ 1600 km creusé à la surface de la Terre, s'enfonçant dans la croûte et le manteau et atteignant presque le noyau fondu. L'air se répand avec la chaleur et commence à se dilater, résistant à son emprisonnement. C'est pour cela que nous commençons à creuser les parties inférieures de notre trou. Pour compenser la dilatation de l'air, les creux additionnels traversent 6400 km. C'est environ le rayon de la planète. Enfin, l'air s'infiltre, quittant l'atmosphère et remplissant les parties internes de la Terre. Et pourtant, les choses ne resteront pas ainsi. Un peu d'air sera encore en surface et tout le monde pourra encore respirer, même si c'est devenu bien plus difficile. Il se trouve que pour remplir le trou d'air, nous devrions creuser tellement que la Terre s'effondrerait avant que nous n'ayons terminé.
Mais déjà, le trou énorme que nous avons foré a changé la masse du centre de la planète et désormais elle tourne et évolue autour du Soleil plus lentement et plus curieusement. Au lieu de pousser tout l'air de l'atmosphère vers le bas, nous avons causé un cataclysme qui détruirait notre planète encore plus rapidement que le fait de manquer d'air. Revenons en arrière. Nous ne pouvons pas creuser un trou dans le sol parce que l'air ne le remplirait pas. Et d'ailleurs, le trou n'aurait de cesse de le recracher et notre planète serait déchirée. Et l'on ne peut pas non plus creuser dans le fond des océans parce que le trou se remplirait d'eau et l'air n'aurait plus de place. Et ne parlons pas de l'eau qui se déverse sur les couches chaudes de la Terre, provoquant des réactions catastrophiques qui, tu l'as déjà deviné, réduiront notre monde en pièces. Si autant d'eau froide atteint les profondeurs aussi chaudes de la planète, la lave en fusion qui est en dessous libérera des gaz toxiques dans l'atmosphère, suffoquant tout type de vie à la surface. Oh mince! Donc, la seule chance de remplir ce trou dans le sol est de compresser l'air pour le transformer à l'état liquide. Un peu comme on fait avec un équipement de plongée. Les réservoirs d'oxygène sont remplis d'air super compressé qui permettent aux plongeurs de respirer longtemps avec un petit tuyau. On pourrait remplir des centaines de milliers de réservoirs d'air compressé de l'atmosphère et les mettre dans le trou que nous avons creusé. La pile serait haute de quelques centaines de kilomètres, donc techniquement ce n'est pas impossible. Ou bien l'on pourrait inventer un énorme réservoir prévu à cet effet, pomper tout l'air de l'atmosphère et l'y compresser, puis le décharger dans le sol. Félicitations, mission accomplie, nous avons creusé un trou profond et assez large pour que tout l'air autour de la Terre loge dedans. La suite, toute forme de vie sur notre planète cesse de respirer. Humains, animaux, plantes, même les microbes aérobiques ne peuvent survivre sans oxygène. Donc très vite, plus de traces de vie sur Terre. Ensuite, plus d'oxygène, cela veut dire plus de couche d'ozone non plus. L'absence de cette barrière naturelle rend la planète extrêmement vulnérable aux rayons du Soleil et aux rayons cosmiques. Le Soleil cesse de réchauffer la Terre et commence à la brûler à la place. La surface de la planète devient rapidement une terre aride, sous une chaleur de plomb et exposée aux rayons UV. Puis vient l'activité tectonique. Avec le pic de température dehors, les volcans entrent en éruption dans le monde entier, faisant de lui une masse de lave chaude. Les océans bouillent et s'évaporent, se mélangeant aux fumées toxiques et créant une épaisse couverture de nuages noirs. Des cendres et de l'acide tombent du Soleil, recouvrant déjà une Terre ravagée. Et enfin, notre planète auparavant bleue et verte devient la sœur jumelle de Vénus, un endroit incroyablement chaud et inhospitalier où aucune vie n'est possible. Eh bien, ce ne serait pas une décision intelligente que de creuser ce trou. S'il te plaît, ne reproduis pas cette idée chez toi. Tu veux voir un super grand trou? Et c'est le Grand Canyon. Tu es assis dans un café sur Mars, la tête baissée, en essayant de ne pas attirer l'attention sur toi. Il y a du monde et beaucoup de gens chantent, dansent et parlent à voix haute de la vie sur Mars. Ta boisson arrive et tu la sirotes. Pour l'instant, personne ne te reconnaît. Tu portes une cape avec un grand sweat à capuche pour couvrir ton visage et te dissimuler aux yeux du monde. Mais quelqu'un te heurte accidentellement et voit ton visage. La musique s'arrête et maintenant, tout le monde te regarde. Tu n'as nulle part où te cacher ou fuir. Tu ignores les regards insistants et tu continues à siroter ta boisson. Un vieil homme barbu est assis en face de toi, étonné d'être en ta présence. « Alors c'est vrai! Personne ne croyait que tu y arriverais !» dit-il. Tu ne réponds pas et continues à boire ton verre. Tous les autres se rassemblent autour de toi. Un autre homme prend la parole. « Eh bien, tu ne vas pas nous raconter comment tu as échappé aux griffes du Kraken de l'espace ?» Tout le monde est sous le choc. Personne n'a jamais réussi à raconter l'histoire du Kraken. Sauf toi. Ton plan était de trouver un passeur pour t'emmener dans un vaisseau spatial loin de cette planète. Mais c'est trop tard, maintenant que tout le monde sait que tu es là. Et le messager s'est enfui, sachant que toute l'attention était portée sur toi. Tu remets ton sweat à capuche et tu expliques ce qui s'est passé. 2 jours plus tôt. Tu es dans ton équipement complet, prêt à faire le voyage dans l'espace le plus éloigné. Tu as un vaisseau en solo qui est conçu pour manœuvrer à travers tous les obstacles du cosmos. Tu prépares le reste de l'équipement et tu fais le plein. Tout le monde te regarde, sachant que tu pourrais ne jamais revenir. Mais le Kraken flotte dans l'espace depuis trop longtemps et perturbe les transports de marchandises. Un petit vaisseau comme le tien peut échapper à son odorat et à sa vue. Mais les plus gros vaisseaux seront détruits. Tu t'es donné pour mission de trouver ce Kraken et de l'étudier. Si tu apprends ses habitudes, tu pourras trouver comment t'en débarrasser. Tout le monde fait ses adieux et tu décolles. Tu
Tu sais que le chemin sera très long pour y arriver. Peut-être 3 jours dans le vide de l'espace. Tu as vu quelques images rapides du Kraken, mais personne ne sait exactement où il dort. Ou même s'il dort vraiment. Tu mets de la musique et règles ton vaisseau sur le régulateur de vitesse. Tu prends des notes et tu règles la caméra pour te documenter pendant que tu prépares tout ce dont tu auras besoin. Tu as aussi quelques caméras à l'extérieur qui enregistrent tout ce qui bouge, même les capteurs thermiques pour attraper les créatures vivantes qui flottent dans l'espace. Après quelques heures, tu quittes les quartiers sécurisés de Mars et tu entres en territoire hostile. Il n'y a pas d'endroit où se cacher ni personne pour t'aider. Quelques petits navires comme le tien passent de temps en temps. Ils te regardent aller plus loin vers le Kraken. Tu remarques de nombreux panneaux flottants alimentés par des machines qui te mettent en garde contre le Kraken. Les caméras commencent à enregistrer et tu commences ton journal vidéo qui est transmis à ton réseau chez toi. Pour l'instant, rien. C'est calme et sombre. Les heures passent et tu flottes au milieu de nulle part. Tu as presque envie de faire demi-tour. Mais tu remarques quelque chose dans les capteurs. Tu vois un grand objet vivant à proximité. Tu éteins les lumières et tu ralentis ton vaisseau. Tu reprends l'enregistrement et tu commences à te parler à toi-même, à tout expliquer. L'objet se rapproche de plus en plus. Tu te décales pour l'éviter et tu t'accroches à un rocher qui flotte. Mais tu ne vois toujours rien. Tout à coup, tu vois des créatures lumineuses qui ressemblent à des méduses et qui se rassemblent en un groupe. Sur tes capteurs thermiques, elles semblent être de gros objets. Mais en fait, ce ne sont que de petites créatures. D'après tes études, ces créatures font partie de la nourriture principale du Kraken. Donc, elles sont probablement en train de le fuir. Après quelques minutes, les créatures s'éloignent en flottant et tu décolles et rallumes les lumières. Quelques heures de plus passent et tu ne vois toujours pas de Kraken. Soudain, un souffle secoue ton vaisseau et tu es légèrement dévié de ta trajectoire. Tu remarques qu'un gros objet a pénétré dans tes capteurs thermiques et en est sorti. Tu continues à avancer et vérifies les paramètres de lecture pour voir si tes caméras ont réussi à capter quelque chose. Tu essayes de regarder attentivement, mais il semble qu'une rafale de vent soit passée devant toi, ce qui est bizarre, car il n'y a pas de vent dans l'espace. Tu contrôles les capteurs thermiques et tu remarques qu'un grand objet ayant la forme du Kraken est passé devant toi. Il est toujours là et il a probablement repéré ton odeur. Tes systèmes ont récupéré des particules d'ADN et les étudient. Au bout d'un moment, elles montrent que la peau du Kraken peut changer de couleur en fonction de son environnement. Sa peau est épaisse et composée d'une matière cosmique fluorescente qui est inédite par rapport à toutes les autres créatures que tu as rencontrées. Le système continue à l'étudier. Au bout d'un moment, le Kraken sort de ton radar et disparaît. Tu fais demi-tour pour essayer de le retrouver. Les gens sur Mars peuvent voir les données et ont déjà des informations sur sa taille et la qualité de sa peau. Ils ont même vu des images que tu as réussi à capturer. Tout en continuant à avancer vers lui, tu allumes tes projecteurs pour essayer de voir quelque chose. Tes caméras tournent toujours. Soudain, le Kraken change de couleur de peau et apparaît juste devant toi. Ses grands tentacules clignotent et fouettent les débris spatiaux qui se trouvent à proximité. Son immense œil, aussi grand qu'un bus, te regarde. Il ouvre sa bouche et tu vois des rangées de dents pointues qui tournent autour de toi comme un broyeur. Il a un grand bec qui peut briser ton vaisseau facilement. Il se met à clignoter rapidement en signe d'avertissement. Il expulse du liquide pour se déplacer dans un environnement spatial sans gravité. Il se déplace et se lance vers toi. Ton vaisseau a un champ de force automatique pour te protéger, mais il ne peut pas supporter la puissante morsure du Kraken. Après seulement quelques secondes, le bouclier se brise et ton vaisseau tombe en piqué sur une autre planète. Tu t'es écrasé sur une terre marécageuse. Ton vaisseau a survécu, mais il ne peut pas décoller. L'analyse du Kraken est prête. Elle montre qu'il n'a pas besoin d'oxygène pour respirer et que son ADN évolue. Maintenant qu'il a goûté à ton champ de force, il peut s'adapter pour créer un biochamp de force similaire. Mais tu t'es écrasé sur une planète qui t'est étrangère. Tu mets ta combinaison de sécurité et tu observes l'environnement. L'atmosphère est remplie d'azote et de soufre. Tu sors et tu te promènes. La gravité y est similaire à celle de la Terre. En t'aventurant dans le marécage, tu commences à voir des petites particules de peau semblables à celles que ton vaisseau a attrapées. Le liquide en dessous de toi est une substance étrangère qui semble détériorer ta combinaison. Alors, tu choisis de faire du surplace. Les arbres sont étranges et paraissent vivre de l'atmosphère.
mais il n'y a aucun signe de vie nulle part. Soudain, tu vois un énorme cratère qui mène au centre de la planète. Tu entres dedans et tu vois des vaisseaux identiques aux tiens. On dirait que le Kraken les a fait dévier de leur route et qu'ils se soient écrasés sur cette planète. Beaucoup d'entre eux semblent être intacts, tandis que d'autres sont complètement détruits. Tes senseurs captent un autre signal. Ils détectent une autre créature qui vit au centre. Tu essayes de t'approcher. Tu fais de ton mieux pour être aussi discret que possible. Mais tu sens le sol trembler sous toi. Tu te baisses pour essayer d'éviter les rochers qui tombent au-dessus de ta tête. Un grand tentacule surgit de nulle part, puis un autre et encore un autre. Il se balance et rampe à l'air libre. D'après les études de ton système, ce Kraken est 10 fois plus grand et a même une apparence différente. Il ne te voit pas, mais il peut sentir que tu es là. Il commence à parcourir la planète pour essayer de te trouver. Il frappe ton vaisseau. Tu essayes de trouver un moyen de le démarrer, mais il lui manque une pièce. Tu trouves un autre vaisseau abandonné. Tu enlèves la pièce dont tu as besoin et tu la mets sur ton vaisseau. Ta combinaison possède une fonction d'auto-réparation qui te permet de réparer ton vaisseau sans outil. Après quelques minutes, il est prêt à repartir. Tu allumes ton vaisseau, même s'il est endommagé, et tu décolles. Tu réussis à te faufiler derrière le Kraken. Tout le monde au café est silencieux. Beaucoup ne croient pas à tes histoires. Ils avaient cessé de recevoir des transmissions en direct avant que tu sois abattu par le Kraken de l'espace. Tout à coup, une alarme retentit et prévient que le Kraken est arrivé. Tout le monde se précipite, paniqué. Tu entends une voix dans ta tête. C'est du charabia. Mais tu as des visions du Kraken qui te parlent. Il sait que tu es là et il vient pour toi. Joseph Walker est sur le point de réaliser un vol historique, mais il ne le sait pas encore. Il sourit à son pilote de chasse, qui lui fait le signe OK et ferme le cockpit de son compagnon d'acier, le tout dernier avion fusée non motorisé, le X-15. Il est placé sous l'aile d'un bombardier B-52. Il décolle et monte jusqu'à 45 000 pieds. Joseph est calme et enthousiaste, car il s'est préparé à ce moment toute sa vie. Il a une confiance totale dans son appareil aux ailes d'acier. Le bombardier largue le X-15, l'avion fusée s'allume et avec une poussée fantastique, Joe s'envole à toute vitesse vers le bord de l'espace. Il sait que son rêve de réaliser le tout premier vol suborbital en avion va bientôt se réaliser. Joe ajuste les commandes pour intensifier l'énergie de la fusée. Contrairement à la vue habituelle du ciel bleu depuis un avion, la magnifique forme incurvée de la planète Terre et son horizon noir sont un privilège visuel réservé à une poignée de chanceux. La réaction de Joseph Walker montre qu'il fait l'expérience de la pesanteur. Bienvenue dans l'espace. Le pilote déclare tranquillement « On l'a fait les gars ». Le nom de famille de Walker l'a toujours automatiquement propulsé vers l'action. Il lui suffisait d'aller de l'avant, de viser des objectifs plus élevés et de ne jamais s'arrêter. Lorsqu'il était adolescent, il aimait courir, les bras tendus sur les côtés. Il imaginait que ses jambes se soulevaient soudainement du sol et il se sentait voler, planant dans les airs, à la fois comme un homme et comme un avion. Quand il travaillait comme pilote d'essai, il avait l'habitude de survoler les lumières des villes au crépuscule. Elles s'assemblaient en mosaïque gigantesque en dessous et lui faisaient penser aux étoiles lointaines qu'il voulait atteindre. Son rêve de devenir astronaute et d'obtenir le fameux badge qu'il considérait comme un grand honneur est né à cette époque. En vue d'accomplir son rêve, Joseph a beaucoup étudié et a obtenu un diplôme en physique. Il a également acquis une grande expérience des essais dans les premiers avions de la série X et a effectué 27 vols dans des avions fusées après avoir rejoint la NACA à Dryden en 1951. NACA signifie National Advisory Committee for Aeronautics, soit le Comité consultatif national de l'aéronautique en français. Il combinait cette expérience avec celle d'un ingénieur compétent. Qu'est-ce qui pousse un pilote d'essai à risquer sa vie tous les jours ? Le courage, le devoir, la dévotion, la passion, un peu de tout ça en même temps. Joseph était un pilote d'essai talentueux et n'aurait échangé son poste pour rien au monde, mais il avait toujours visé plus haut. Il est donc devenu la personne idéale pour le programme de vol spatial X-15 lorsqu'il a été invité à en être le pilote en chef. Toute l'équipe, y compris les ingénieurs et les 12 pilotes d'essai, devait prouver qu'elle pouvait concevoir un avion capable de voler et de survivre à des vitesses hypersoniques. Avant, il n'y avait que des théories sur le vol hypersonique et des essais en soufflerie à petite échelle. C'est pourquoi le projet a soulevé beaucoup de questions telles que
pourront-ils le prouver? Parviendront-ils à concevoir un avion stable et manœuvrable à des vitesses hypersoniques? Pourront-ils créer une structure qui survivra aux frictions extrêmes associées aux vitesses hypersoniques? Et plus important encore, un pilote pourra-t-il survivre et s'adapter à de pareilles conditions? Lorsque le X-15 se détache de l'aile du bombardier, il est d'abord en chute libre pendant plusieurs secondes. Et ce n'est qu'ensuite que les fusées peuvent être allumées. Il y avait un risque considérable de défaillance de ces fusées. L'équipe a également dû concevoir un avion qui serait contrôlable en dehors de l'atmosphère et qui pourrait réussir à rentrer dans celle-ci à grande vitesse et avec un angle abrupt. Si le X-15 prenait un mauvais angle, l'avion serait détruit. Alors, ont-ils pu prouver tout cela? Déjouer régulièrement l'adversité est le vrai travail de tout pilote d'essai. Joseph connaissait l'anatomie de son compagnon ailé aussi bien que la sienne, car sa vie en dépendait. Le X-15 ressemblait à un gros réservoir de propergol avec un cockpit. Il mesurait 15 mètres de long, 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Mais les réservoirs de propergol occupaient environ la moitié de ces 15 mètres. Le X-15 pesait 7000 kg sans son carburant et 15 000 avec, sachant qu'il était constitué d'oxygène liquide et d'ammoniac anhydride. Pour voler à la vitesse hypersonique de Mach 6, soit 6500 km/h, il faut avoir un avion capable de survivre à des températures aussi élevées que 650 degrés Celsius. C'est pourquoi le X-15 a été construit en acier Inconel X, un alliage nickel-acier très résistant. Seuls 3 modèles ont été construits. Le X-15 était de loin l'avion le plus rapide existant à l'époque. Il pouvait voler à une vitesse pouvant atteindre 7 fois la vitesse du son, soit 7275 km/h. Joseph Walker pouvait voler jusqu'à la limite de l'espace et réatterrir en 12 minutes. L'avion était propulsé par un moteur à ergol liquide Reaction Motors XLR 99 qui délivrait une puissante poussée de 250 kN. Lors du premier vol du X-15 de Walker, il ne se doutait pas de la puissance des moteurs fusées et a été comprimé dans son siège en criant « Waouh !» L'énorme siège éjectable pesait 122 kg. Il avait 2 grands ailerons de stabilisation déployés après l'éjection et 2 grandes perches télescopiques qui s'étendaient pour stabiliser le siège. L'avion avait une aile conventionnelle, bien que petite, d'une envergure de seulement 7 mètres et d'une surface d'environ 18 mètres carrés. La queue de l'avion était inhabituelle, avec 2 surfaces horizontales inclinées et 2 surfaces verticales. Cette queue ressemblait à l'empenne d'une flèche. Elle servait le même objectif, à savoir maintenir l'avion stable et pointé dans la bonne direction. Les empennages verticaux supérieurs et inférieurs étaient assez grands et épais par rapport à ceux des avions conventionnels. Leur section transversale était en forme de biseau avec une arête prononcée à l'avant et une base émoussée à l'arrière. Cela apportait une stabilité supplémentaire et empêchait l'avion de se retourner à des vitesses extrêmement élevées. Le capteur de flux d'air situé sur le nez de l'avion déterminait la direction du flux et la pression dynamique. Ce capteur était appelé le ball nose. Il était actionné par un servomoteur pour s'aligner sur le flux d'air affectant le nez de l'avion. À partir de cela, les ingénieurs ont obtenu l'angle d'attaque, l'inclinaison du dérapage et la pression dynamique de l'air s'écoulant autour de l'avion. Le nez était refroidi à l'azote liquide pour éviter qu'il ne fonde pendant le vol à grande vitesse. Pour s'amuser, Walker aimait parier avec ses collègues pilotes d'essai quant à savoir qui serait le premier à faire décoller l'avion-fusée au-dessus de la ligne de Kármán, la limite internationalement acceptée de 100 km au-dessus du sol. Le 22 août 1963, pendant le vol 91, Joseph Walker a établi un record mondial de la plus haute altitude atteinte par un avion X-15 non motorisé avec 108 km. Le X-15 est hissé jusqu'au pylône de l'aile du B-52. Les treuils sont situés dans les zones d'entretien, du ravitaillement en carburant et d'accouplement du X-15. Toutes les vérifications avant le vol sont effectuées. Décollage. Le X-15 est le premier avion à utiliser une plateforme inertielle et un ordinateur. Les instruments barométriques standards sont quasiment inutiles. Joseph en a sur le tableau de bord, mais il ne les utilise que pendant l'atterrissage, car ils ne fonctionnent pas à haute altitude ou en dehors de l'atmosphère. Pendant une bonne partie du vol, il utilise les données inertielles pour le contrôle et le guidage. Lancement. Le X-15 s'éloigne du bombardier et entre en chute libre pendant plusieurs secondes.
Puis les fusées commencent à brûler en 85 secondes, générant une puissance extrême. Joseph tire l'avion vers le haut à un angle abrupt pour commencer à former une longue parabole et sort de l'atmosphère. Il a une bonne visibilité puisque les fenêtres sont à côté de sa tête. Une chose très inhabituelle concernant la visibilité à travers les fenêtres du X-15 est que le pilote ne peut voir aucune partie de l'avion, ni le nez, ni les ailes, rien. En général, les pilotes utilisent le nez et les ailes d'un avion comme référence d'altitude. Dans le X-15, la seule référence pour Joseph est le cadre de la fenêtre, ce qui, en un sens, est très désorientant. Mais d'un autre côté, une telle vue panoramique est idéale pour profiter du spectacle, à savoir la frontière entre la Terre et l'espace. Joseph trouve que c'est très calme ici, comme nulle part ailleurs. Mission accomplie. Joseph effectue une parabole parfaite et rentre dans l'atmosphère avec succès. Le X-15 est comme un vieux coucou robuste qui grince et gémit lorsqu'il accélère au-delà de cette vitesse extrême. Mais tout tient en place et cela permet à Joseph Walker de rentrer chez lui. Il est prêt à entamer un vol plané pour atterrir depuis l'espace. Le X-15 possède quelques caractéristiques exceptionnelles qui améliorent considérablement la sécurité de l'atterrissage, notamment des aérofreins très efficaces qui sont essentiels dans un avion non motorisé pour ajuster l'énergie et s'assurer que le pilote revienne au sol en toute sécurité. Plus ils sont efficaces, plus le contrôle de la puissance est précis et plus l'atterrissage est propre. C'est difficile à imaginer, mais le pilote fait atterrir le X-15 seulement environ 11 minutes et 8 secondes après son lancement, après avoir parcouru une distance de 542 km. Joseph Walker entre dans l'histoire en devenant le premier pilote d'essai à s'être rendu dans l'espace à bord d'un avion fusée à 2 reprises. Malgré tous les risques du programme X-15, les courageux pilotes d'essai ont repoussé les limites de leurs compétences et de leurs conditions physiques pour maîtriser une technologie expérimentale révolutionnaire. Le succès global du programme a aidé à développer celui de la navette spatiale et a ouvert la voie à la NASA pour aller sur la Lune quelques années plus tard. Joseph Walker a reçu de nombreuses récompenses et le badge d'astronaute tant convoité, mais seulement plusieurs années plus tard. On a fait confiance à Joseph pour piloter le Lunar Landing Research Vehicle, utilisé pour développer des techniques de pilotage et d'opération pour les alunissages. Et le célèbre cratère lunaire Walker a été nommé en son honneur. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel. La traîne lunaire ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune.
Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus n'est pas près de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère. Aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau. Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique, et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique. Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. Et maintenant, multiplions ce chiffre par le nombre de galaxies dans l'univers, tout en gardant en tête que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil, et encore plus de planètes comparables à la Terre, dont certaines sûrement très similaires. Et maintenant, tiens-toi bien, il se pourrait que nous soyons capables de marcher debout grâce aux explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a envoyé des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère de la Terre qui se sont transformées en orages. Ceux-ci ont ensuite provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique, où vivaient les premiers êtres humains. Les incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé, et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour pouvoir survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Cela s'est produit dans l'amas Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, la déflagration était égale à 20 milliards de milliards, soit 18 zéros d'explosions mégatonnes se produisant à raison d'une fois par milliseconde pendant 240 millions d'années.
En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes se produisaient fréquemment, environ 2 par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes martiens ont été détectés. Ce sont les premières secousses sismiques détectées sur un autre corps spatial que la Terre ou la Lune. La mission a également permis de révéler un autre phénomène mystérieux en captant d'étranges pulsations magnétiques. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. La source de ces impulsions n'a toujours pas été clarifiée à ce jour. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle compte environ plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre? Qui pourrait l'oublier? Il y a peut-être eu un autre show galactique qui s'est mal terminé pour au moins 75% de la vie sur notre planète. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernova s'est produite aux alentours de 65 années-lumière de nous. Et les rayons cosmiques qu'elle a envoyés ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. C'est ce qu'on appelle un voisinage difficile. Tout le monde embarque! Bienvenue à bord du vaisseau de croisière intergalactique. Ton billet comprend une visite du groupe local de galaxies, avec notamment la grande et la petite galaxie de Magellan, la nébuleuse d'Orion, les galaxies d'Andromède et du Triangle, et quelques surprises supplémentaires. Ton billet, s'il te plaît. Sache que tu pourrais ressentir un léger picotement lorsque nous passerons en hyperespace. Le vaisseau et tout ce qu'il contient subit un changement de phase dimensionnelle. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les picotements disparaissent rapidement. Chers passagers, nous nous dirigeons vers la latitude galactique 180 degrés, le nord, comme les terriens ont l'habitude de l'appeler. Notre premier objet de curiosité sera une intense région de formation d'étoiles, connue sous le nom de M42, la nébuleuse d'Orion. Mais d'abord, une surprise spéciale du capitaine qui ne figure pas sur l'itinéraire annoncé. La nébuleuse de la tête de cheval. Elle se trouve à bâbord, c'est-à-dire à gauche pour toi. Son nom officiel est M43. L'étoile naissante au sommet de la tête de cheval crée un fort vent solaire et déforme le nuage nébulaire. Regarde-le bien maintenant, car dans quelques milliers d'années, ces gaz seront complètement soufflés par la nébuleuse stellaire qui a donné naissance à notre Soleil. Et oui, disparu à jamais, à l'exception des gaz nébuleux capturés par Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Maintenant, l'une de nos jeunes exploratrices pose une question. Que signifie le M de M42 et M43? Eh bien, le M signifie Messier. Il fait référence à Charles Messier, un astronome français du XVIIIe siècle. Il a publié un catalogue de 110 objets flous vus à travers l'un des premiers télescopes. La nébuleuse de la tête de cheval était le numéro 43 sur la liste. Nous verrons bien d'autres M en poursuivant notre visite. Admire plutôt, nous arrivons à la nébuleuse d'Orion. Les gaz de la nébuleuse peuvent sembler moins colorés que ce à quoi tu t'attendais. C'est parce que nous sommes habitués à voir des clichés télescopiques à longue exposition et des photos retouchées conçues pour mettre en valeur les différents gaz de la nébuleuse. Nous suggérons d'utiliser la paire de lunettes teintées qui se trouve dans ton kit de vol, si tu veux améliorer ton expérience visuelle. Et c'est parti! C'est une bonne chose que nous soyons en hyperespace. Alors que nous nous approchons de l'amas d'étoiles du trapèze au centre, l'étoile brillante Θ envoie un vent solaire soufflant à 8 millions de km/h, qui sculpte tout ce nuage de gaz et de poussière, créant des ondes de choc qui compriment les étoiles proches. Θ est une méga-étoile, 200 000 fois plus brillante que le Soleil. Elle deviendra une supernova dans environ 1 million d'années. L'oxygène, l'hydrogène et le soufre brillent à l'état ionisé, comme une ampoule fluorescente. L'oxygène est bleu, l'hydrogène est rouge, le soufre vert, et la poussière brille en jaune orangé. Lorsque nous sortons de la nébuleuse d'Orion et que nous nous élevons au-dessus du plan galactique, les bras en spirale de la Voie lactée deviennent visibles. Notre Soleil, que tu ne peux pas distinguer à cette hauteur au-dessus de la galaxie, se trouve dans l'éperon d'Orion, qui se trouve entre le bras extérieur de Persée et le bras intérieur du Sagittaire. Tu peux remarquer que le centre de la Voie lactée arbore une barre magnétique étincelante qui joue un rôle essentiel dans la formation des étoiles. Plus de 70% des galaxies proches comportent de telles barres magnétiques.
C'est le signe d'une galaxie mature. Seulement 20% des galaxies lointaines contiennent des barres magnétiques dans leur noyau. Au fait, chers passagers, le bar à jus est maintenant ouvert. Notre serveur, H1, va prendre vos commandes. Voici la galaxie d'Andromède, loin, très loin sur le côté bâbord. Mais permets-nous d'attirer ton attention sur les nombreuses galaxies naines, plus de 40 d'entre elles, qui peuplent notre voisinage galactique. Nous nous dirigeons vers l'une d'entre elles à présent, le Grand Nuage de Magellan. GNM, pour les astronomes, est une galaxie satellite naine irrégulière de la Voie lactée, contenant environ 30 milliards d'étoiles. Elle abrite une région de formation d'étoiles dynamiques, appelée la nébuleuse de la Tarentule, que nous allons traverser sous peu. Bien sûr, s'il y a un grand nuage de Magellan, il doit y avoir un petit nuage de Magellan, PNM. Le voilà, en dessous et à gauche de son grand frère. La Voie lactée finira par ingérer les deux galaxies naines. Certains préfèrent le terme accrété, mais le résultat est le même. Si tu utilises à nouveau tes lunettes teintées, tu peux voir que le GNM a arraché une énorme quantité de gaz au PNM au cours de leur interaction gravitationnelle pendant des millions d'années. Nous nous dirigeons maintenant hors de la Voie lactée à une distance d'environ 50 km/s, c'est-à-dire 50 000 parsecs ou environ 163 000 années-lumière. Mais au fait, qu'est-ce qu'un parsec ? Un parsec correspond à environ 3,26 années-lumière, sachant qu'une année-lumière correspond à environ 9,46 billions de kilomètres. Le mot parsec est une combinaison de deux mots, parallaxe et seconde. La parallaxe est le décalage qu'un objet semble opérer lorsqu'il est observé de deux points de vue différents. En regardant un objet avec ton œil gauche, puis ton œil droit, tu verras que l'objet semble se déplacer. C'est la parallaxe. Lorsqu'un objet astronomique est photographié depuis la Terre, puis à nouveau 6 mois plus tard, lorsqu'elle se trouve de l'autre côté du Soleil, le décalage est mesurable en degrés d'arc ou en minutes d'arc, en secondes d'arc et jusqu'à des millisecondes d'arc. Un parsec est une parallaxe d'une seconde d'arc, qui correspond à environ 3,26 années-lumière. Comme tu ne peux pas vraiment mesurer une année-lumière avec une règle ou un mètre à ruban, les parsecs sont un moyen scientifique d'indiquer la distance d'une étoile ou d'un objet à l'intérieur de la galaxie. Plus la parallaxe est grande, plus l'objet est proche. Plus la parallaxe est petite, plus il est éloigné. Tout droit au cœur de la nébuleuse de la Tarentule se trouve l'amas d'étoiles R136. À une distance d'une année-lumière, il y a plus de 40 étoiles, ayant chacune une masse plus de 50 fois supérieure à celle du Soleil. En comparaison, on ne trouve pas une seule autre étoile à moins de 4 années-lumière de notre étoile mère. Ce qui est une bonne chose. Tu peux observer la supernova 1987A à environ 2 heures au-dessus de toi. Une étoile géante bleue a subi une implosion de son noyau, ce qui a donné lieu à une supernova de type 2, 100 millions de fois plus brillante que le Soleil. Elle a laissé derrière elle une étoile à neutrons enveloppée de poussière et de gaz, ainsi qu'un feu d'artifice des plus spectaculaires. 1987A, dans le Grand Nuage de Magellan, est la supernova la plus proche de la Terre à s'être produite depuis l'an 1604. Elle a eu lieu au sein de la Voie lactée, à environ 20 000 années-lumière de notre planète, et on a rapporté à l'époque qu'elle avait été visible en plein jour pendant environ 2 semaines. Après que 1987A soit devenue une supernova, parce qu'il s'agissait d'une étoile géante bleue, les spéculations se sont multipliées sur le fait que l'étoile géante bleue Rigel, l'étoile du pied de la constellation d'Orion, pourrait bien devenir une supernova dans un avenir pas si lointain, à moins qu'elle n'en soit déjà là. Rigel se trouve à environ 860 années-lumière de la Terre. Donc, tout ce qui arrive à Rigel prendrait environ 860 ans avant d'être observé sur Terre. La supernova 1987A a éjecté des éléments lourds comme le cobalt, le nickel, le fer et des silicates plus légers dans la nébuleuse de la Tarentule où ils formeront les éléments de base de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Notre serveur propose à présent des collations sur le thème de l'espace. Pour les enfants, nous recommandons la barbe à papa façon Jupiter. Le prochain arrêt est la galaxie d'Andromède et ses environs. Remarque son halo, alors que nous laissons derrière nous la Voie lactée et ses 300 milliards d'étoiles. Pas moins de 150 amas globulaires résident dans ce halo galactique. Ils gravitent autour du disque et contiennent certaines des plus vieilles étoiles de l'univers.
La façon dont elles sont arrivées ici, dans notre galaxie natale, fait l'objet d'études poussées. Tu remarqueras NGC 6822, une galaxie naine irrégulière à tribord. NGC fait référence au nouveau catalogue général des objets astronomiques. On pourrait penser qu'il y a eu un ancien catalogue général, mais ce n'est pas le cas. Il y a juste un nouveau catalogue. Il existe toutefois un nouveau catalogue général révisé auquel les astronomes se réfèrent régulièrement. Voilà qui clarifie les choses, n'est-ce pas? En passant devant NGC 6822, tu remarqueras une barre magnétique qui commence à se former et les taches brillantes de nouvelles formations d'étoiles. Cette galaxie a été découverte en 1884 par E.E. Barnard et est aussi appelée la galaxie de Barnard. Monsieur Barnard était un observateur astronomique hors pair. Un cratère sur la Lune porte son nom, un autre sur Mars, ainsi qu'une zone de Ganymède, la lune de Jupiter. Une planète mineure se dénomme également 819 Barnardiana, et l'étoile qui se déplace le plus rapidement dans le ciel, l'étoile de Barnard. Peu de gens ont autant inscrit leur nom au firmament qu'Edward Emerson Barnard. En approchant de la galaxie géante d'Andromède, avec ses billions d'étoiles, nous passerons au-dessus de son bord ouest et visiterons l'une de ses compagnes naines de l'énorme galaxie, M110 ou NGC 205. Oui, elle a aussi deux noms. Tu n'as que l'embarras du choix. La première en son genre, une galaxie sphéroïdale naine d'environ 3,5 milliards de masse solaire. M110, ou NGC 205 si tu préfères, possède 8 amas globulaires près de son noyau. Elle sera aussi avalée ou accrétée par la galaxie d'Andromède. Elle a peut-être été déjà dépouillée d'une grande partie de ses étoiles et de son gaz, un point mis en évidence par l'absence générale de formation d'étoiles de M110. Et maintenant, notre dernier arrêt, M33, la galaxie du Triangle, la troisième et dernière galaxie spirale de notre groupe local. Située dans la petite constellation du Triangle, M33 fait environ la moitié de la taille de la Voie lactée. La galaxie du Triangle se trouve à 2,7 millions d'années-lumière de la Terre, mais elle est beaucoup plus proche de la galaxie d'Andromède et se déplace vers elle. Si les deux galaxies spirales entrent en collision, cela pourrait modifier la trajectoire de la galaxie d'Andromède et empêcher sa collision prévue avec la Voie lactée. Et maintenant, un message important. Nous servirons le dîner lors de notre voyage de retour sur Terre. Tu as le choix entre du poulet ou du poisson. Nous espérons que tu as apprécié le voyage. Et si tu remplis notre questionnaire et que tu nous mets 5 étoiles, tu pourras même avoir un dessert. Une main fantomatique géante s'étend dans l'espace. Ses doigts sinistres tendent la main vers un nuage rougeoyant qui ressemble à de la lave spatiale en fusion. Bien que cela ressemble à une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction, c'est 100% réel. La main s'est formée après qu'une énorme étoile se soit effondrée au cours de l'énorme explosion d'une supernova. L'explosion a créé une nouvelle étoile qui déborde d'énergie. L'énergie dégagée par l'étoile est si grande qu'elle a fait tourbillonner les débris de l'explosion autour d'elle. C'est ce qui a créé cette main à l'aspect surnaturel. La main est si grande qu'elle s'étend sur une distance colossale de 150 années-lumière. Quant à la structure ressemblant à de la lave qu'elle cherche à atteindre, il s'agit en fait d'un énorme nuage de gaz. Même si c'est un peu effrayant, c'est totalement inoffensif. Et tu peux t'endormir ce soir sans craindre qu'une main fantomatique géante de l'espace ne te sorte du lit. Il y a une étoile bizarre cachée dans les profondeurs de l'espace qui semble s'allumer et s'éteindre de façon aléatoire. On l'appelle l'étoile de Tabi, et sa lumière s'éteint à des intervalles irréguliers et pendant des durées vraiment étranges. Il y a eu beaucoup de théories sur la cause de ce phénomène, des pluies de météores aux interférences spatiales. L'hypothèse d'une pluie de comètes a été rapidement écartée. La poussière des comètes qui bloquerait la lumière disparaît au bout de quelques mois. L'étoile de Tabi s'éteint lentement sur des décennies, donc le timing ne correspond pas. Cela ne peut pas non plus être dû aux planètes, car aucune planète n'est assez grosse pour bloquer autant la lumière d'une étoile. Après des années de spéculation, les scientifiques ont enfin trouvé une explication à cet étrange phénomène. L'assombrissement et l'éclaircissement sont en fait le résultat de la poussière spatiale. Un anneau de poussière entoure l'étoile, ce qui bloque temporairement sa lumière. Au 8e jour de sa mission, en 2019, le rover lunaire chinois a découvert quelque chose de vraiment étrange sur la face cachée de notre Lune, qui a attiré l'attention du monde entier.
Alors qu'elle naviguait autour d'un groupe de cratères lunaires, elle a repéré quelque chose de vraiment bizarre qui se cachait dans l'un des trous de la Lune. Il s'agissait d'une substance colorée semblable à du gel que nous n'avions jamais rencontré auparavant. La curieuse matière était d'une riche couleur vert foncé et brillait comme des diamants. Après un an d'analyse de l'échantillon de cette substance étrange, qui mesurait 50 cm de long sur 15 cm de large, les scientifiques sont enfin arrivés à une conclusion. L'effet scintillant semble provenir du verre. Dans l'espace, il apparaît généralement à la suite de la fusion d'un impact. Cela signifie qu'il provient très probablement d'une comète ou d'une roche qui a heurté la Lune et a fondu lors de la collision. Mais même s'il est probable que cette substance étrange ne soit qu'une roche fondue, les scientifiques n'en sont pas sûrs à 100%. Cela est dû au fait que les photos ont été prises dans de mauvaises conditions d'éclairage et qu'il y avait un tas d'autres facteurs qui ont fortement altéré la qualité des images. Le jury n'a toujours pas tranché dans cette affaire. Un énorme concombre de l'espace flotte dans la galaxie et personne ne sait vraiment d'où il vient ni pourquoi il est là. Bon, ce n'est pas exactement un concombre, ni un cornichon. Il s'agit plus probablement d'une roche très allongée. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait dépasser 1 km de long tout en étant large de seulement 165 mètres. Elle se déplace si rapidement qu'il est impossible qu'elle soit liée à la gravité de notre Soleil, ce qui signifie que l'objet étrange a été formé quelque part en dehors de notre système solaire. Nous ne savons même pas depuis combien de temps il erre dans l'espace. On estime qu'il est entré dans notre système solaire à l'époque victorienne, mais qui sait où il a voyagé avant cela ? Pendant des années, on nous a dit qu'il y avait 8 planètes dans notre système solaire. 9 si l'on compte Pluton, qui a été expulsé du club il y a quelques années. Mais tout cela pourrait bien être sur le point de changer. Il y a peut-être un énorme monde secret qui se cache au milieu de notre système et que les scientifiques appellent Planète 9. Cette planète, encore non découverte, pourrait se trouver bien au-delà de Neptune. Il y a des amas d'orbites apparemment inexpliquées dans cette région et cette 9e planète cachée pourrait l'expliquer. La planète, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre, mettrait au moins 10 000 ans à tourner autour du Soleil et serait située 200 fois plus loin que notre planète. C'est pourquoi il a été si difficile de l'identifier, car il est presque impossible d'en prendre une photo. En 2019, 30% de la zone dans laquelle la planète est susceptible de se trouver avait été fouillée. Il faudra encore au moins 2 ans pour couvrir la zone restante. Pendant ce temps, nous attendrons cramponnés à nos sièges, ou pas. D'étranges ondes radio descendent sur la Terre et les scientifiques sont déconcertés. Ces sursauts radio rapides sont soudains, inexpliqués et ne durent que quelques millisecondes. Nous avons détecté ces signaux étranges pour la première fois en 2007 et depuis, les chercheurs se grattent la tête. Ils semblent venir de l'extérieur de la Voie lactée, à des millions d'années-lumière. Pour que nous les captions d'aussi loin, ils doivent émettre plus d'énergie en une fraction de seconde que le Soleil en 80 ans. La plupart de ces signaux ne se sont manifestés qu'une seule fois, ce qui aurait rendu leur identification beaucoup plus facile, jusqu'à ce que tout cela change en 2017. En août, un signal a été capté qui s'est répété 93 fois, ce qui a écarté les spéculations selon lesquelles les signaux étaient causés par des événements ponctuels aléatoires. À ce jour, nous ne savons toujours pas ce qui cause ces signaux. En 2014, la NASA a capturé une image surprenante du Soleil qui a montré qu'il aimait peut-être se déguiser. Une tempête éclatante de champs magnétiques a donné au Soleil l'apparence d'une lanterne flamboyante. Ce qui est encore plus étrange, c'est que l'image a été capturée le 8 octobre. Cela a été possible grâce à ce qu'on appelle les régions actives. Ce sont en fait des zones du Soleil qui ont des niveaux de lumière et d'énergie plus élevés. C'est ce qui donne l'aspect flamboyant des images. La lumière forme 2 yeux, un nez et une large bouche dentelée qui sourit. Heureusement, ce look n'est qu'une coïncidence, et il n'y a pas de passionnés de sculpture sur citrouille qui se cachent dans les profondeurs de l'espace. Les fans d'astronomie ont repéré ce qui ressemblait à une cuillère sur la surface de Mars. Elle était à moitié recouverte de poussière. Ils l'ont remarqué après la publication des images d'un rover martien. Mais aussi effrayante que puisse paraître cette argenterie suspecte, ce n'était qu'un effet de lumière. La cuillère n'est qu'un vieux caillou ordinaire, bien qu'il ait une forme un peu bizarre. Le jeu d'ombre sur la photo fait que l'objet ressemble encore plus à une cuillère. Ce globe oculaire cosmique flottant quelque part parmi les étoiles n'est pas un œil de taille normale. Il a un incroyable diamètre de 1060 km. L'une des lunes de Saturne, Thétis, est devenue une sorte de célébrité pour les fans de l'espace. Cette lune sphérique présente un grand cratère qui la fait ressembler à un globe oculaire interplanétaire géant.
Il y a même une série de pics à l'intérieur du cratère qui ressemblent à un iris. Saturne a une bande de 60 lunes au total, et Téthys n'est pas la seule qui ressemble à un objet terrestre aléatoire. Prométhée ressemble à une pomme de terre, Atlas ressemble à une pita fraîchement servie dans un restaurant grec, et Mimas ressemble même à un vaisseau spatial menaçant. Et puis il y a ça, un œil de chat géant en plein milieu de l'espace. Son nom officiel est NGC 6543, mais c'est long et un peu ennuyeux, alors la plupart des gens l'appellent la nébuleuse de l'œil de chat. C'est d'ailleurs l'une des premières nébuleuses à avoir été découverte. Comme d'autres nébuleuses, elle a été formée par une étoile qui s'est débarrassée de sa couche externe de gaz. Le gaz s'est détaché et a produit cette structure étonnante et intrigante. L'étoile rejette cette couche de gaz tous les 1500 ans. Chaque fois qu'elle fait cela, elle crée une nouvelle coquille de poussière spectaculaire. Moi, ça ne fait pas ça quand je rejette du gaz.